Salut toi, comment ça va toi? La dernière fois on avait vu ensemble l'histoire de la réalité virtuelle et vu comment faire vivre une expérience à notre cerveau par procuration si puis-je dire. Aujourd'hui on va s'intéresser à la question suivante. Jusqu'où peut-on influencer le cerveau avec la technologie? Nous allons voir s'il est possible de modifier le cerveau au point de pouvoir y insérer des programmes informatiques, augmenter ses capacités, ou encore s'il est possible de déplacer un cerveau dans un disque dur. En somme, on va voir si bientôt une personne peut, disons, être éternelle. Actuellement, les expériences de simulation virtuelle immersive sont principalement dirigées sur l'illusion. En gros, on fait croire des choses à notre cerveau grâce à la vue, avec les écrans, l'ouïe, avec les sons spatialisés, ou encore le toucher avec les changements de texture au retour haptique. Pour le goût et l'odorat, c'est présent, mais encore un peu bancal. Mais dans ces cas de figure, le cerveau est juste trompé, et le fait de par exemple taper dans une table, sentir la retenue du câble ou encore enlever son casque vert, sort totalement l'acteur de l'expérience, et rappelle au cerveau que c'est une illusion, ce qui empêche une immersion profonde. Maintenant, imaginez vos jeux et expériences comme des rêves éveillés. Avoir un contrôle total et illimité, tout ressentir, choisir ce que l'on ressent, tout, juste en se connectant un câble derrière la tête ou en y insérant une petite carte mémoire. Avoir n'importe quelle info qui s'affiche sur votre pupille et j'en passe. Ça paraît surréaliste et pourtant quand on se penche un peu sur le sujet, on se rend compte que la question se pose avec du bon comme du mauvais. La première question qu'on se pose, c'est comment on peut modifier un cerveau. Après tout, si c'était si simple, on réglerait tous les problèmes médicaux liés au cerveau. Eh ben, c'est pas si simple en fait. Malgré qu'on comprenne à peu près le système de transmission d'informations du cerveau, ça reste quand même l'une des choses les plus méconnues du monde. Mais du coup, on a le plus important, la transmission d'informations. Et c'est sur ça que les implants vont jouer, car le tissu cérébral est composé à 15% d'un réseau neuroélectrique et 85% autres est composé de cellules gliales, on va dire non électriques, qui permet d'aider le bon fonctionnement de toute cette transmission. C'est grosso merdo, on va pas rentrer dans les détails. À partir de là, on comprend donc que la transmission d'informations dans le cerveau se base sur des impulsions électriques qui ensuite se propagent et ainsi déclenchent les événements liés. D'ailleurs, la transmission d'informations par impulsion électrique est présente partout dans le corps. C'est d'ailleurs sur ce principe que fonctionne l'implant cochléaire, le dispositif pour personnes sourdes ou malentendantes. La partie interne stimulant par impulsion électrique le nerf de la rampe tympanique grâce aux informations reçues par la partie externe, ce qui permet dans le meilleur des cas de retrouver une bonne audition. Mais avec le cerveau, là où c'est très fort, c'est qu'on va avoir un contrôle total, même sur ce qu'on n'a pas, comme un bras. Quelle transition incroyablement amenée pour parler des implants de contrôle d'interface. En effet, depuis 1998 et la première implantation d'une main bionique sur Robert Campbell Aird, un Écossais diagnostiqué d'un cancer du muscle en 1982, des recherches n'ont cessé d'être menées permettant ainsi, au prix d'une lourde et onéreuse opération, permettre à des personnes de contrôler des membres bioniques, grâce justement à ces transmissions d'informations par impulsion électrique. Mais dernièrement, une équipe de chercheurs en combinant des techniques de détection d'ondes et de machine learning ont créé une interface cerveau-ordinateur, dit IND, interface neurale directe, sans aucune opération. Ce qui signifie que peut-être dans le futur, on pourrait potentiellement lancer une machine par la pensée ou éteindre la lumière juste avec un bonnet sur la tête. Contrôler des choses, c'est bien. Mais se contrôler soi-même, c'est mieux. Et booster son cerveau permet d'augmenter ce contrôle. Comme les capacités de réflexion ou de mémoire, avec un implant sur l'hippocampe, siège de l'apprentissage et de la mémoire. C'est ainsi que l'équipe du docteur biomédical Dong Song est parvenue à améliorer de 30% la mémoire des participants à l'expérience en dérivant les stimulations électriques de leur implant de traitement de l'épilepsie. On pourrait également parler de pouvoir parcourir ses souvenirs comme sa galerie photo, avec les recherches au MIT qui ont réussi à implanter de faux souvenirs à des souris. Comment ? Avec l'optogénétique, une technique consistant à contrôler les neurones grâce à des flashs lumineux et des gènes de micro-algues, ce qui crée des sortes d'hallucinations visuelles cérébrales, associées à des souvenirs. Bon, là, vous vous dites... Ils vont contrôler tout, notre argent, ce qu'on dépense, notre façon de faire, nos déplacements, tout. Ça va marcher avec la 5G. Et ben moi, je vais vous faire passer à la fibre avec Mr. Elon Musk, qui propose, en toute modestie, le Neuralink. Un dispositif relié direct au cerveau et permettant d'en faire un objet connecté. Bon, calmez-vous tout de suite. Pour l'instant, on en est là. C'est juste un gros port USB planté dans le crâne. L'objectif est qu'il soit bien plus discret, mais surtout sans fil. Et ainsi pouvoir avoir un cerveau connecté un peu comme une IND vue plus haut, mais beaucoup plus poussée.
Cela dit, quelques années auparavant, des chercheurs américains et chinois ont créé un nanomaillage fait de nanophiles et de polymères organiques qui permet de se mêler quasi parfaitement au tissu cérébral, et ainsi pouvoir interagir avec les neurones directement, permettant de faire une sorte de réseau électronique lié directement aux neurones, et ainsi avoir une sorte d'hybridation du cerveau, et avoir un contrôle plus précis. C'est assez fou. De ce qu'on a vu pour l'instant, c'est plus ou moins le futur. Maintenant, on va se demander, à l'instar de Cyberpunk ou la série Upload, jusqu'où on peut modifier ce cerveau et si oui, on peut avoir un cerveau ordinateur. Alors d'un point de vue théorique, oui, il est possible de modifier son cerveau et de stimuler les bonnes zones pour par exemple contrôler une entité comme le prouvent les premières expériences d'implant en 1963, où José Delgado a stoppé la course d'un taureau en activant un implant par un transmetteur radio dans sa main. D'après le Scientific American, il contrôlait chaque action de l'animal. En 1966, Delgado affirma que ses travaux amènent à la conclusion déplaisante que les mouvements, les émotions et l'humeur peuvent être contrôlés par des signaux électriques et que les humains peuvent être contrôlés comme des robots en appuyant sur des boutons. À partir de là, on imagine qu'on pourrait totalement vivre une expérience comme si c'était notre propre vie, juste en stimulant des zones du cerveau pour les sensations et d'autres pour les impressions de ressenti corporel. Pour l'affichage d'informations par la rétine, c'est pareil, théoriquement possible, avec un implant rétinien connecté, un implant cérébral lui-même connecté, mais le scénario le plus réaliste qui puisse arriver serait plus des lentilles ou des lunettes connectées fonctionnant avec la réalité augmentée. Beaucoup plus agréable et moins dangereux comme technologie et plus facilement manipulable. Tout ça n'est que purement théorique, mais nous sommes très loin d'en arriver à cet état de transhumanisme. En effet, nous ne savons pas comment le cerveau peut réagir à un fonctionnement fantôme. Car là, on ne parle pas de réparer ou assister le cerveau, mais de totalement stopper son fonctionnement naturel et simuler une activité cérébrale. Sauf que le cerveau est loin d'être connu à 100%, et ce genre de dérives peuvent certainement mener à de gros troubles, tout comme l'exposition intense à des ondes qui déjà dans notre environnement actuel causent des problèmes. Ou encore d'autres questions se posent, comme l'abus cérébral, où des personnes pourront capter et déchiffrer certains signaux électriques de notre cerveau et récupérer des informations personnelles. Maintenant, on va tenter de répondre à la question, est-ce qu'on peut exporter notre cerveau sur un disque dur ? Vous allez être étonné, mais actuellement, c'est de la pure fantaisie. Désolé de vous décevoir, mais à l'heure actuelle, s'imaginer pouvoir transposer un cerveau en données numériques n'est pas du tout près de voir le jour. Dans un premier temps, on a un souci de taille, car un cerveau humain est estimé à minimum 2,5 millions de gigas. Mais encore, ça va. Après tout, ça fait que 2500 disques durs. Si tu les prends sur Wish à 7 €, tu respectes pas trop ta mémoire, ça te fait à peu près 17 500 €. Et encore, même là, on ne sait pas si défragmenter le cerveau est possible, donc le stocker dans plusieurs endroits différents. Mais le réel problème, c'est qu'on est actuellement incapable de traduire une structure cérébrale en données à mettre sur une puce de silicium. Trop de différences séparent ces deux langages. L'un est vivant, l'autre est inerte. On ne parle plus de simple impulsion électrique, mais d'un tissu organique contenant des informations, et nous ne savons pas encore comment ça fonctionne. À ce niveau, se faire upload reste de la science-fiction malheureusement. Et pourtant, une société a pris les devants, baptisée Nectom, créant un service permettant de se conserver en attendant de maîtriser cette technologie. Cette méthode est bien évidemment fatale. Le service est à 8 000 € la réservation et la liste d'attente de 25 personnes est déjà pleine. Donc bien que dans la théorie avoir un cerveau hybride est possible, dans la pratique nous sommes très loin de maîtriser cette technologie et surtout on peut se poser énormément de questions comme éthique par exemple, car pouvoir modifier le cerveau à l'infini peut entraîner des pratiques immorales comme asservir des personnes en contrôlant leurs envies, leurs émotions ou même leurs mouvements. Nous sommes déjà dans une société où l'influence est un paramètre de consommation important. Donc imaginez un programme informatique qu'on vous envoie dans le cerveau et qui vous donne une envie incontrôlable de consommer quelque chose. Ou pire, un filtre d'amour 2.0 qui vous fait ressentir de faux sentiments d'amour envers quelqu'un. Où se situerait la limite entre être soi ou être la machine ? Pour conclure, oui, le transhumanisme cérébral existe, a existé et existera. Cependant, cela reste de la réparation ou de l'assistance. Par exemple pour l'audition, la vue, le confort de vie pour personnes handicapées ou souffrant de maladies incluant des troubles cérébraux. Pour l'augmentation des capacités, ne vous attendez pas à pouvoir voir au ralenti ou savoir parler instantanément n'importe quelle langue. Le cerveau se développe à chaque génération, et peu de personnes utilisent bien le cerveau. Un cerveau, ça s'entraîne, ça s'entretient. Mais si vous pensez qu'il faut un implant pour être meilleur, c'est que vous n'avez même pas essayé.
Car pour l'instant, le cerveau n'a pas de limite. Quant à pouvoir contrôler les outils électroniques avec la pensée, les implants ne sont même pas nécessaires. Et d'autres moyens d'avoir un contrôle total existent sans avoir besoin de se mettre une puce dans la tête. Cependant, les ondes restent néfastes pour le cerveau, car lui aussi envoie et reçoit des ondes à son environnement. Et de plus, jusqu'où irons-nous pour ne pas avoir bougé son cul du canapé? Ce genre de technologie est génial pour les personnes à mobilité réduite ou encore amputées, mais pourquoi vouloir pouvoir baisser les volets ou éteindre la lumière sans se déplacer alors que le bouton est approximativement à 23 cm et que tu peux te lever pour appuyer dessus? Une partie de l'humanité s'enfonce dans une flemmardise qui devient maladive et pourtant on est tous le flemmard de quelqu'un. Pour le côté divertissement, c'est compliqué car même si on arrive à pouvoir transmettre autant d'informations à un cerveau, c'est actuellement très compliqué de savoir comment il réagirait. Car il y aurait deux activités en similaire. Est-ce que l'activité initiale du cerveau arriverait à se mettre en pause pendant que l'activité artificielle est en route? Est-ce que l'activité artificielle en cours arrivera à maintenir le corps et son cycle de vie pendant l'activité? Ça a l'air peu probable. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas près d'arriver en 2077. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Des questions, corrections, précisions, mettez tout ça en commentaire, partage, pouce bleu, tu connais. Et on se revoit à la prochaine. Allez, ciao les mecs.